Hey, hey, hey! Allô, communauté! Donc aujourd'hui, on termine notre grand tournoi de DCC avec moi, Kim, qui va être encore maître de jeu, et Félix-Antoine. Bonjour, Félix! Salut, Kid! Merci pour cette opportunité. Je joue pas souvent, je joue pas assez, en fait, à DCC par rapport à la proportion de fois où Pépé nous en parle. Et que je suis super content qu'on puisse jouer ensemble ce soir. Je pense que ça sera jamais assez souvent qu'on jouera Ouais, pour équivaloir à la quantité de fois qu'il en parle. exact. Ouais. Mais puis je trouve ça cool aussi parce que c'est toi qui es DM, fait que c'est le fun pour notre chat. Oui. Hein? C'est cool. Oui. Comme, en fait, je disais au début de la partie avec Pierre-Philippe que c'était à peu près ma cinquième. Tu sais, j'ai DMé une partie de Mothership. J'ai fait un module de DCC qui est l'Ankmar, fait que ça a dû durer 2 ou 3 rencontres max. J'ai masterisé un funnel avec 2 amis. Et ensuite, j'ai masterisé la partie à Pierre-Philippe. Donc That's voilà, it. c'est ça. Fait que t'es Parfait. comme ma 6e game à vie. Ah, c'est bon. Puis j'ai pas écouté la partie de Pierre-Philippe ni celle de Marika. Je suis vierge de l'intrigue. Yes, sir. Fait que tu vas quand même les oblitérer. J'ai confiance. Je dis ça, puis tu vas mourir en 5 minutes. Ouais, c'est ça, exact. La plus courte vidéo de toute l'aventure. Finalement, c'est un échec total. Wow! OK. Puis comme on a dit aussi, pour nos membres Patreon, il va y avoir un Sunday qui va suivre avec nos 3 amis en même temps. Donc, un beau récapitulatif de tout ça, comment ils ont trouvé l'expérience, puis leurs versions différentes aussi, ils vont pouvoir les comparer. Donc, Yes. à tous nos amis Patreon, on se revoit bientôt. Et en dessous de cette vidéo-ci, pour ceux qui ne sont pas sur Patreon mais aimeraient savoir lequel des 3 a gagné, ça va être écrit dans la description, loin en bas, pour pas voler de punch à personne. That's it. Nous ne sommes pas des divulgateurs. Non, nous ne gâchons pas votre plaisir. Donc, es-tu prêt? Oh, ouais, j'imagine. J'ai déjà peur. Faut pas, ça fait pas peur. Et je pense que c'est Pierre-Philippe qui t'a fait des peurs. Comme d'habitude. Ben oui. OK. Donc, attache-toi, on part. Donc, tu t'es réveillé un matin, une journée, tout ce qui semblait le plus normal, que tu allais faire vaquer à ta vie dans ton petit village. Et le soir, quand tu reviens vers chez toi, entre le soleil couchant, qui est d'une couleur orange sanguine, et la crête des collines, c'est un long chemin dans les collines environnantes qui mène vers ton village. Tu vois des silhouettes sombres de monter de haut en bas, descendre le long du chemin. Ces ombrages flous deviennent de plus en plus clairs et tu vois que ce sont de gros éléphants à la teinte bleutée qui descendent comme ça la colline. Ces derniers tirent une immense carriole, un grand chariot portant une immense maison. Cette dernière a des fenêtres partout, des fenêtres multicolores, on dirait plein de petits joyaux, et chacune de ces fenêtres a des volets. Et donc, il y a des fenêtres sur les murs, il y a des fenêtres sur les tourelles, il y a des fenêtres sur les lucarnes, les balcons, donc vraiment partout. Le toit de la bâtisse est d'une couleur émail noire, mais faite en terre cuite. Puis, il y a 2 tours qui s'élèvent sur le côté de la maison qui sont surmontées de coupoles dorées. On s'entend que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Quelque chose du genre des éléphants, une maison mobile avec des coupoles dorées, c'est vraiment la première fois que tu vois quelque chose de semblable. Par contre, il y a tout le temps eu des légendes dans ton village, comme quoi cette maison-là serait déjà passée auparavant. Donc, il y a plusieurs générations, la maison aux portes rouges aurait visité ton village. Est-ce que ce serait possible qu'après autant d'années, elle repasse? Selon la légende, sa maîtresse, Josaphi, a été toujours intouchée par les ravages du temps. Donc, est intemporelle, toujours aussi jeune qu'avant, et est un être puissant d'origine inconnue.
Grâce à elle, les destins sont modifiés, les souhaits sont exaucés, mais seulement pour ceux qui sont assez courageux pour entrer dans sa maison. Nice. Tu travailles dur à tous les jours, tu souffres beaucoup, puis tu te demandes aussi pourquoi. Pour entretenir des rêves qui sont inatteignables puis espérer mourir jeune. Tu réfléchis pas mal toute la soirée en regardant les gens rentrer dans la maison. Il y en a que tu vois ressortir, il y en a que tu vois jamais ressortir. Puis tu sens que la soirée avance, puis que la maison va pas nécessairement rester là encore très longtemps. Fait que tu décides de rentrer à ton tour. Tu te fais guider par Xipipot, qui est le conducteur du troupeau d'éléphants. Et il te guide vers un couloir, dans le fond, d'entrée dans la maison. Et ce couloir cède sa place à une chambre exotique, avec 6 colonnes de cèdre qui remplissent de grandes urnes... 6 colonnes de cèdre sculptées dans un treillis délicat, faites d'ossements humains. Oh. Et, dans ce treillis, dans le fond, des dragons avec des crânes humains à la place de leur tête serpentine sont sculptés à même cette structure osseuse. Il y a de hautes fleurs parfumées qui remplissent des grandes urnes funéraires qui sont placées le long des murs. Le sol à l'intérieur de la zone délimitée par les colonnes, on peut voir plusieurs tapis empilés un par-dessus l'autre, ce qui fait un effet coussiné quand tu te mets à marcher dessus. Tu t'arrêtes pour absorber cette vision-là, qui est vraiment, on s'entend, hors du commun pour toi. Et tu remarques que sur la pile de tapis, il y a une peau de tigre qui semble te regarder. À la place des yeux, c'est 2 mécanismes d'horlogerie qui semblent te suivre du regard. Et comme tu t'arrêtes, tu entends un immense rugissement de sortir de sa bouche, malgré le fait que clairement il s'agit d'une peau étendue au sol. Derrière le tapis, un peu plus loin, tu vois un métier à tisser qui est quand même qui a un long travail, dans le fond, derrière lui, là, déjà une tapisserie longuement entamée. Et finalement, une voix provient de derrière ce dit métier à tisser. Il n'y a rien à craindre, mon brave, à moins que les nombreuses fenêtres et les volants vous fassent peur. Et tu vois une jolie femme aux cheveux couleur or qui te regarde derrière la tapisserie, la métier à tisser, pardon, et qui t'invite à t'asseoir d'un geste de la main près d'elle. Et quand tu t'avances, le tigre grogne pour une dernière fois. Qui est-ce qu'on voit s'asseoir à côté de Jsafi? La personne que l'on voit s'asseoir devant la maîtresse des lieux, c'est un personnage qui pourrait aisément se fondre dans une foule, n'eût été du seul élément distinctif de ses accoutrements, qui est un grand foulard rouge, qui n'est pas super utile en fait, là, mais qui a été passé par son mentor et qui témoigne un peu de son statut. À sa ceinture, différentes petites pochettes de cuir qui permettent de contenir quelques piécettes de cuivre et un long tube d'argent. Et le personnage a les traits très banals, visage un peu pointu, rachitique, pas assez mangé, des grandes cernes sous les yeux. Et c'est ainsi qu'on voit l'astrologue Zobor Albert. Parfait. Et donc, Jsafi se penche un peu plus vers Zobor et lui demande: pourquoi êtes-vous venu me voir, Zobor? Il se trouve que, dans ma courte existence, dernièrement j'ai vécu un moment d'une terrible tristesse. Mon maître, Boniface Constantin, a été sauvagement assassiné. Et c'est sa mort qui m'a amené à prendre conscience que la vie est courte
Et lorsque j'ai vu votre maison se profiler sur la côte, je n'ai pas eu d'autre choix que de me rendre ici. Je vois. Et qu'est-ce que vous spotteriez qui se manifeste dans votre vie que vous ne pouvez atteindre par vous-même? Je ne suis qu'un simple astrologue. J'ai comme simple possession quelques piécettes et une lorgnette qui me permet de voir au loin. Je n'ai pas la force de me venger et de venger mon maître. C'est ce que je recherche. La vengeance. Très bien. Et tu la vois respirer profondément. Ses poumons se gonflent et elle lance un long souffle. Et de ce souffle se matérialise dans les airs comme si la poussière qu'il y avait dans l'atmosphère s'agglutinait. Tu vois 3 symboles apparaître. Le premier ressemble à un crâne. Ouf. OK. Elle te dit la mort, souvent représentée par un crâne, représente un changement monumental dans une vie ou une cassure franche. Pour finir avec le passé et commencer de nouveau, vous devez trouver le crâne et affronter cette voie. Son regard se pose sur le deuxième symbole, qui est une balance. Oh. Dans les airs. Vous cherchez à rendre un malheureux événement dans votre vie positif. Ou du moins, à rendre juste quelque chose d'injuste. Vous devez vous devez jouer avec la balance dans votre vie, dans votre état aujourd'hui, pour apporter l'harmonie dans votre futur. Très bien. Et finalement, le regard pose sur le dernier symbole, qui est un bouc. Une tête de bouc avec des grandes cornes. Le bouc représente votre détermination, je le sens. L'action, votre initiative. Trouvez le bouc et ses attributs vont vous donner tout son pouvoir pour vous permettre de vous venger. Et disant ça, la poussière semble retomber au sol, disparaître dans l'atmosphère et les 3 symboles disparaissent. Pour votre périple, Zobor, je vous confie cette bourse. Prenez-en grand soin. C'est elle qui vous permettra d'accomplir votre destinée. Ne la perdez surtout pas. Et elle te tend une fine bourse en tissu. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'elle l'a toujours dans la main, la bourse? Oui, mais elle t'attend. OK, parfait. Mais je vais mettre ma main en dessous. C'est comme pour bien montrer que je veux la recevoir et non pas la lui dérober. C'est montrer un peu mon humilité par rapport au savoir. Puis j'ai quand même longtemps été un disciple, là, fait que je tends la main de façon très solennelle. OK. Bon, elle la dépose dans ta main. Soyez sans crainte, maîtresse de ces lieux, je ne perdrai pas cette bourse. Et je saurai trouver le crâne, rétablir l'équilibre et incarner le bouc. Elle te sourit de son gracieux visage. Et juste pour savoir, qu'est-ce que tu fais avec la bourse? J'ai déjà comme un petit sac qui est à ma taille, qui contient mes quelques piécettes de cuivre. Donc, tout dépendant de ce que tu vois comme la taille, là, maître du jeu, j'essaierai de la mettre à l'intérieur. OK, parfait. Ben, c'est à peu près l'équivalent en termes de petits sacs là, de ce que tu pourrais avoir comme bourse, mais ça doit t'as tellement pas d'argent que ça rentre. Ouais, c'est ça, dans ta c'est ce que bourse, j'allais là. dire. On va juste avoir l'air plus pleine maintenant. Sachez aussi, Zobor, que les lois du chaos et de la rigueur
et de la neutralité ont un rôle à jouer dans ces lieux. Et les choix que vous faites vont influencer ces forces, et ces forces vous influenceront en retour. Très bien, c'est noté. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à vous dire. Puis elle se tourne un peu, le torse, et te laisse entrevoir derrière elle une porte rouge. Oh. Et voici le début de votre chemin, Zobar. Je vous souhaite bonne chance. Sachez que là où je vais, la chance ne servira à rien. Les étoiles me guideront vers mon chemin. Merci, maîtresse Jessafi. Puis je me le fais. Parfait. Puis comme chargé de la plus grande des convictions, je vais me diriger vers la porte, mais je vais quand même garder l'œil ouvert, voir si autour de moi, il n'y a pas le crâne. Puis à partir de ce moment, là, je scrute toujours tout ce que je vois pour essayer de trouver le dit crâne. Parfait. Autour de toi, tu n'en vois pas, à part les crânes sur les sculptures des ossements, des colonnes, mais rien de nouveau, rien de ce que tu pourrais dire, ok, ça c'est unique. Okay. Est-ce qu'il y a une poignée sur la porte? Comment ça marche? Oui, c'est une poignée, une porte ben normale et juste peinte en rouge. Parfait. Je prends la poignée, je tire ou je pousse la porte, selon... Quand tu l'ouvres, on va dire que tu la pousses, quand tu la pousses, un grand nuage de brume apparaît puis obscurcit totalement la porte. En faisant ton premier pas, tu traverses la brume, mais elle se dissipe. Juste pour que tu puisses tu te rends compte que tu es maintenant à l'extérieur, par un temps gris. Tu te retournes de côté, la porte est disparue. Et loin devant toi, ben loin, à l'horizon devant toi, tu vois ton village. Mais c'est pas ton village, ou du moins pas comme tu t'en rappelles. Ce village-là a été ravagé. Clairement, il y a eu un grand feu. Tout semble détruit de loin. Et du village émanent 6 colonnes de lumière qui partent de la terre et semblent s'incruster dans les nuages. Okay. Que fais-tu? J'imagine que ni une ni deux, à ma taille, je saisis mes 2 autres possessions outre mes richesses. Il n'y a aucune chance que je fasse quoi que ce soit avec mon foulard, OK? Qui est dans mon cou, il détermine mon statut, je mourrai étranglé avec. Je prends ma petite dague, j'ai une dague +1. Puis de l'autre main, je saisis ma lunette, mon spyglass, que je vais étendre devant moi. Puis je vais essayer de pointer à l'horizon pour voir vers quoi montent les colonnes de lumière. Et si je scrute les bâtisses calcinées, est-ce que ça ressemble vraiment à mon village? Premièrement, si tu regardes vraiment le plus haut que tu peux voir les colonnes de lumière, elles semblent vraiment rentrer dans les nuages et tu ne vois plus dépasser ça. Mais il n'y a pas rien entre le sol et les nuages. Tu as l'impression qu'il peut être touché ou altéré par les colonnes de lumière. En baissant la lorgnette, ce que tu vois, dans le fond, c'est le centre du village, la place publique, qui, autrefois animée, maintenant est totalement désertée et seules 3 bâtisses sont encore reconnaissables. Donc, les flammes ont clairement ravagé et depuis longtemps, parce que les brumes, il n'y a plus aucune cendre, même les cendres ont été balayées au vent, là, mais il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien. Là. C'est vraiment abandonné. Tu vois 3 bâtisses qu'on est capable de reconnaître encore. La forge, l'église et la taverne, qui donnent toutes sur la place centrale du village. Et tu penses comprendre que les 6 colonnes de lumière émanent de derrière l'église, qui, à ta connaissance, est la place du cimetière. Ouf. OK. J'imagine que ma réflexion, c'est de me dire... probablement que je parle à voix haute. Zobar, c'est sûr qu'il parle à voix haute, en fait. Ses pensées sont tellement importantes qu'il les partage. Fait que je range ma lorgnette, je la remets à ma taille, à ma ceinture, mais je garde ma dague bien en main. Puis j'avance d'un pas décidé vers le village en disant à voix haute:
Je vous vengerai, maître. C'est ainsi que commence ma destinée d'aventurier. Et derrière cette église se terre le cimetière. Et parmi les morts, je retrouverai une vitalité nouvelle. Puis j'avance en direction de l'église puis du cimetière. OK. Donc, tu passes par la centrale et tu vas directement vers l'église? Ouais, parce que je dirais que dans le fond, à mon avis, puis là, c'est parce que je veux pas rentrer dans le méta. Ouais. Tu sais, pour Zobar, le défi, c'est pas dangereux. Faut que je trouve un crâne. Fait que je m'en vais dans le cimetière, trouver un crâne. OK. Est-ce que tu désires faire le tour de l'église pour aller directement dans le cimetière ou tu veux quand même passer par l'église, sachant qu'il y a une porte qui mène au cimetière? Ah, ben oui, si je suis capable de passer par l'intérieur de l'église, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est exposé ou autre, donc je vais rentrer par l'église, puis je vais ensuite de ça me diriger vers le cimetière. OK. Donc, ni une ni deux, tu rentres dans l'église. L'église, chapelle assez simple, en fait, là, un seul étage, des fenêtres poussiéreuses, rentre la lumière vraiment par en arrière de l'église. Donc, la source de lumière vient vraiment du cimetière. L'église a été vidée. Tu sembles comprendre que ça fait plusieurs saisons que le village a été ravagé. Il reste dans l'église plus rien. Les bancs ont été pillés. Il n'y a plus de bancs, il n'y a plus de crayons, il n'y a plus rien. La seule chose qui reste, qui a été intouchée, qui n'a pas été pillée, c'est l'autel, à l'avant totalement de l'église. OK. J'imagine qu'en tant qu'homme de science, à l'époque, j'ai dû me faire calomnier d'hérétique à quelques reprises. Fait que j'ai pas beaucoup de respect pour la chapelle ni son hôtel. Fait que tu sais, je vais me diriger vers l'hôtel puis je vais voir... Ah, où est ce foutu crâne? Je te trouverai, tête de squelette. Puis je vais chercher autour de moi, voir si je vois un crâne. Il n'y a pas de crâne. Donc ça s'arrête un peu glauque. C'est quand même une chapelle dans un village qui n'est pas satanique. Mais ce que tu vois sur l'autel, c'est un symbole religieux, de manière assez logique. Un symbole que tu reconnais, qui est dédié à Coranus, qui est un dieu apprécié dans ton village, même s'il y a de multiples déités dans DCC, puis qu'il y a plusieurs dieux qui peuvent être appréciés. Je l'ai quand même reconnu dans ton village. Donc, il y a le symbole de Coranus qui siège sur l'autel. Puis le symbole, c'est pas un crâne? Non. OK, parfait. Puis quand tu dis que c'est un symbole, il a été dessiné ou je peux le prendre avec moi? Tu peux le prendre. C'est vraiment comme un focus, là. Parfait. Ben c'est sûr que je le prends avec moi. Okay, ah, vous m'en voudrez, mentor, mais peut-être que cette chose me sera utile plus tard. Parfait. Je prends pour acquis que tu prends le dit symbole. Ensuite, tu continues à fouiller, Je me dirige vers le cimetière. OK, parfait. Donc, tu prends la porte à l'arrière de l'église qui va vers le cimetière. Mais, dans le fond, quand tu observes par la fenêtre de la porte, j'imagine que tu regardes tout en bas, tu vois donc les 6 colonnes de lumière qui sortent de tombes, oui, qui ont été pillées. Donc, on a creusé le sol vraiment, et c'est de ces trous, ces 6 trous, que sortent les colonnes de lumière. Tu vois aussi, au-dessus d'un de ces trous, une forme qui est penchée vers ce trou-là. Une forme maigre, le dos où on voit les côtes et la colonne vertébrale ressortir, et semble tirer des morceaux et les manger. Et plus tu te concentres, plus tu vois que c'est vraiment des morceaux de cadavres que cette créature arrache et mange. Oh, nice! Ouais. Puis est-ce qu'elle semble d'une taille disproportionnée ou c'est à peu près de ma grosseur? Oui, c'est une taille humaine. Elle bouge quand même les yeux et tu vois que de ses yeux émane la lumière aussi. Mais elle n'a pas conscience qu'il y a autre âme qui vive. Là. Elle est occupée à manger son cadavre. OK. Ben, j'imagine qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les talons, puis je vais aller redéposer le symbole sur l'autel. OK. Dans la logique, ce que je m'apprête à vivre, les dieux doivent pas voir ça. Là. Même moi qui est un hérétique puis qui croit pas trop à l'au-delà, quelqu'un qui mange des cadavres, s'il me voit porter un symbole,
c'est mal vu. Fait que je redépose le symbole, puis je suis comme, OK, ouais, peut-être cette place-là mérite un peu plus de respect que ce que je lui en ai donné. Puis j'ouvre la porte à l'arrière, mais sans trop vouloir me cacher, mais en tenant fermement ma dague dans mon dos. OK. Donc, tu vois, mais c'est un cimetière d'époque, là, fait qu'un peu chaotique dans sa construction. Donc, il y a quand même plus que 6 tombes, mais il y en a seulement 6 qui ont été ouvertes. On voit que la terre est fraîchement retournée. Donc, c'est pas des changements qui ont des vieux changements comme le reste du village, c'est vraiment très récent. Et vis-à-vis ces 6 lieux-là, les pierres tombales sont sans nom. Donc, il n'y a vraiment rien d'écrit dessus. Par contre, ils ont tous des gravures différentes sur ces tombes-là. Puis par hasard, ça correspondrait pas à la tombe de où, j'imagine, a été enterré mon mentor Boniface Constantin. Faudrait que tu t'approches pour voir, mais tu ne sembles pas faire l'adéquation, non? OK. Ben, je vais essayer de m'approcher de la créature, mais comme je veux pas être furtif puis qu'elle se retourne puis qu'elle pense que j'essaie de l'embusquer. Là. Fait comme j'ouvre la porte, je marche d'un pas décidé, mais quand même relativement avec précaution. OK. Puis rendu à une... Ouais, vas-y. Ben, j'allais dire, dans le fond, t'essaies pas d'y aller stealthement, en français. Non, je veux pas être furtif. Okay. Je veux pas être furtif parce que j'ai trop peur que si elle me voit furtif, elle pense que je veux l'attaquer. Puis Zobar, sa plus grande force, c'est son intelligence. Fait que la dague, ce sera en dernier recours. Là. Parfait. Donc, je t'ai interrompu, tu allais dire quoi? Non, mais en fait, au bout d'un certain moment, quand je suis relativement proche de la créature, puis que je peux plus voir ce qu'elle fait, je vais essayer de m'adresser à elle, dans un ultime espoir que même si elle mange des cadavres, il reste quand même une trace d'intelligence. Puis je lui lâcherai très gauchement... Je suis Zobar Albert, et je viens ici afin de pouvoir rendre hommage à mon mentor, Boniface Constantin. J'espère que vous ne l'avez pas dévoré. Elle se relève, se redresse, tourne le regard, un regard, même s'il n'y a plus de pupilles, parce que c'est juste des grands jets lumineux qui se dirigent vers toi, tu comprends qu'il est féroce, les arcades froncées. Et là, malheureusement, tu la vois un peu à l'allure d'un félin prendre position pour clairement bondir vers toi. OK, donc, cool. Je te demanderais de rouler l'initiative. Oh, nice! Beaucoup de discussions. Oui. T'essaies quand même de discuter avec une goule, hein, je tiens à le dire. Ben tu vois, moi, Zobar, il n'en a jamais vu de goule. Il observe les étoiles, pas les morts vivants. Donc, c'est 11. Oh, tu gagnes l'initiative. Donc, que fais-tu? Quand je vois qu'elle est prête à bondir, la violence étant le dernier recours, je tourne les talons puis je prends les jambes à mon cou pour espérer aller me cacher dans la chapelle. OK. J'ai une vitesse de 30. Ouais, c'est ça. Je vais regarder c'est quoi la vitesse de la goule. Et voilà. Ouais, mais vous avez la même vitesse, fait que tu as l'initiative, tu réussis à te rendre dans la chapelle. OK, puis je vais garder la porte entrebâillée puis je vais essayer de me cacher à côté de la porte. Mon but, c'est un peu... Là, maintenant que je vois que comme il n'y a pas de chance de m'en sortir, je vais faire le bon vieux truc de comme quand elle passe le bord de la porte, j'y plante mon couteau d'en face. Là. OK. Fait que, ben, à son tour, elle va faire les 30 pieds qu'elle est capable de faire. Tu arrêtes pas mal, c'est ça. Dans le fond, elle rentre et... Tu sais, l'intelligence d'une goule, là. Elle cherche, tu vois, dans le fond, devant toi, de la chapelle, 2 faisceaux lumineux se promener, vraiment de manière un peu anarchique, frénétique, qui te cherche. Et c'est de retour à toi. Parfait. Là, elle semble pas m'avoir vu, donc, de ce que j'en comprends. Non, elle te cherche. OK, ben dans ce cas-là, je change de tactique. Je vais essayer d'ouvrir le plus furtivement possible ma petite bourse. Je prendrai pas la bourse qui m'a été remise par la maîtresse des lieux. Je vais essayer de prendre une petite pièce de cuivre puis de la lancer le plus loin possible. Puis si je suis capable de créer une distraction, je vais me refaufiler derrière puis je vais fermer la porte. OK. J'imagine que tu tentes de la lancer dans le... Tu sais, de la porte, il y a toi, puis tu essaies de la lancer dans le sens opposé. Oui, exact. Non, pas derrière moi, puis je me retourne, puis elle me regarde, puis je suis comme... Mauvais calcul, d'abord. Je vais te demander de rouler
Et là, je reviens à mes statistiques ici. Je vais te demander de rouler un jet d'agilité. Puis là, je dois rouler en dessous, hein, c'est ça? Non, c'est moi qui décide le seuil de difficulté, puis tu dois rouler en dessous de mon seuil de difficulté. Ah, ok, bon, mais j'ai eu 11 et j'ai un modificateur de 0, donc 11. Pour moi, lancer une piécette, ce n'est pas très difficile. Donc, tu as réussi. Et tu la lances dans l'allée, là, donc vraiment au côté opposé de toi. Donc, je réitère, une goule très exigeante. Tu vois les deux faisceaux lumineux directement aller dans cette direction-là et elle part à la course, là, mais vraiment très rapidement vers cette direction-là. Par contre, elle se, tu sais, tu ne peux pas lancer à 30 pieds non plus, là. Elle se rend vite compte qu'il n'y a absolument rien et là se revire vers la porte et te voit. Je vais quitter la pièce puis je vais essayer de fermer la porte. Parfait. Donc, tu devrais réussir à passer un cadre de porte sans faire de jet. Tu la fermes, mais la porte n'était pas barrée. Est-ce que tu fais quelque chose à la petite porte? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi qui me permettrait de comme bloquer le mécanisme? Est-ce que la porte se ferme? Mettons, moi, je suis à l'extérieur. Est-ce que je la tire vers moi? Ou est-ce que je la pousse vers le mur? Là, j'essaie de me rappeler dans les bâtisses, si on tire, les postes, on les pousse. Tu la tires de l'extérieur, elle se tire. OK. Donc, si de l'extérieur, elle se tire, ouais, ça a du sens. Ouais, ça a du sens. Si de dehors, elle se tire, ça veut dire que je pourrais mettre une charge devant puis que ça pourrait fonctionner. Donc, pour l'instant, là, dans la rapidité de l'exécution, là, j'imagine que ce que je fais, c'est que je sors dehors, je pousse la porte, je me quitte de l'autre côté, je referme la porte, puis je vais m'asseoir, me planter les pieds dans la terre pour essayer que mon dos soit à côté de la porte pour essayer de scanner ce qu'il y a autour de moi qui est possible de récupérer. Là. Ben, j'imagine que j'ai pas le temps de comme courir, aller prendre une pierre pour la ramener. Là. La porte, elle va s'ouvrir. C'est un scientifique. C'est bon. Fait que tu le fais. Quelques secondes après, t'entends un cri strident derrière la porte. Ça chahute. Tu sens là, les coups dans la porte pour essayer de l'ouvrir, mais tu résistes. Peut-être. Roule-moi un jet de force. Oh non, tué par une porte après 12 minutes de jeu. Ah, puis soit dit en passant, on va se rappeler, dans DCC, les jets se font avec un D10 quand t'es niveau 0, à moins que par ton métier, tu peux me justifier que t'as une expertise dedans. OK, ben je vais te justifier dans ce cas-là l'expertise de mon jet d'agilité tantôt que j'ai bêtement fait avec un D20. D'après moi, Zobar est assez rapide parce que son maître ne devait pas avoir beaucoup de patience. OK? Fait que dès qu'il le demandait, c'était comme le plus rapidement possible, faut que je grimpe l'escalier sans renverser quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr que j'ai aucune force. Là. Je suis un pleutre. Fait que c'est un D10, tu m'as dit. Oui. Ça donne quand même 11. Maximum, son D10. Quand même. Et je vais voir si elle réussit. Oh, tu réussis de justesse. Vraiment, là, mais tu sens, c'est ça, que la terre glisse un peu sous tes pieds, mais que ça en prendrait pas gros qu'elle réussirait à ouvrir la porte. Mais tu tiens fort. Est-ce que j'ai l'impression que la créature de l'autre côté a comme donné un coup dans la porte ou est-ce que genre elle est là puis elle pousse continuellement? C'est assez féral en ce moment. Là. Fait que c'est pas nécessairement logique sa manière de procéder. Là, c'est pas pousser de manière continue. Ça marche pas, je donne un coup. Ça marche pas, je redonne un autre coup. J'essaie de pousser plus fort. J'essaie de pousser avec ma tête. J'essaie de rentrer mes griffes le long de la petite ouverture que je crée. Là. Donc, elle essaie de tous les moyens possibles en ce moment, mais c'est par à-coup qu'elle fait. Là. OK. Donc, dans ce cas-là, ma stratégie, c'est que je vais essayer de me relever tranquillement en gardant les pieds dans la terre là, pour garder le dos à côté contre la porte. Puis, dès que je sens qu'il n'y a plus de secousse ou de pression, je vais relâcher. Je vais me tasser pour qu'elle continue à forcer, mais que ce soit beaucoup trop fort, puis qu'elle retombe de l'autre côté. Puis, dès qu'elle arrive, je vais essayer de l'attaquer là, cette fois. Il n'y a pas de sortie. Pour moi. C'est comme un piège que tu lui fais. Ouais, c'est comme un piège. C'est un scientifique. C'est un piège. Je vais lui faire un jet de réflexe.
Là, sauvegarde de réflexe, voir si elle tombe dans ton piège. Et elle échoue de justesse. Je suis tout le temps à -1. Moi, c'est ça. Je fais tout le temps des jets de crottes dans la vie. Donc, voilà. Même ce que tu avais prévu, dans le fond, tu tasses du chemin de la porte. Donc, on a dit qu'elle ouvrait vers l'extérieur. Fait que j'imagine que tu vas dans le sens de la porte. C'est comme là, tu es protégé par la porte quand elle tombe. Et là, c'est ça. Elle s'affale au sol en donnant un trop gros coup. Là, elle perd pied, puis il n'y a plus de résistance. Et c'est à ton tour. Ok, ben si elle est prise dans l'entrebâillement de la porte ou autre, là, j'essaie de repousser la porte sur elle, puis je me lance à grands coups de couteau, là, puis je vais essayer de mettre un terme à son existence. Okay. Elle mange quand même des cadavres, tu sais, ma conscience va être bonne. Oui, donc fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Ok, comment ça fonctionne dans ce cas-ci? Là, c'est un D20 plus si tu as un modificateur d'attaque, puis il faut que tu battes son armure de classe. Son classe armure. Oui, hein? Sa classe d'armure. Oui. 12. Oh, tu l'as pile. Nice. Les coups de dague, ça me connaît. Puis ça va être un total de dégâts de 1 des 4 plus 1, donc un gros 4 points de dégâts. Ouh là là, ok. Tu l'as pas manqué. J'ai du couteau. Tu as probablement, c'est ça, coincé les côtes dans la porte. Puis un beau coup de dague là, dans le crâne. Pas assez pour la tuer. Ah. Alors, elle te regarde, mais droit dans les yeux, avec ses deux faisceaux de lumière. Et je te demanderais de faire un jet de sauvegarde de réflexe. Ah non. Dans ce cas-ci, des 20, des 10? Des 20. Des 20. Oh là 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 là. C'est un 7. Et tu es aveuglé. Tu ne vois plus rien. Ah, sapristi. OK. Et tu entends des cris, tu entends que ça se débat, et tu sens que la pression que tu fais sur la porte vient de se relâcher. Donc, clairement, elle n'est plus exactement à la même place. Ah non! OK, puis là, je suis aveuglé encore? Oui. OK. J'imagine que ce que je vais essayer de faire, c'est de me réaccoter au mur derrière moi, prendre ma dague devant moi, puis comme juste aléatoirement donner des coups de dague dans l'espoir que je time ça avec une de ses attaques, puis je vais tendre l'oreille. J'ai essayé de tendre l'oreille plutôt que de me fier à ma vue. OK. Tiens, je ferme les yeux même. Je ferme les yeux. Ouais, ça sert plus à rien. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de chance. OK. Fait que D10, chance, c'est un 3. Tu ne la touches pas. Tu sens absolument rien sous le coup de ta lame. Elle, par contre, te voit très bien de ses yeux lumineux. Et elle va tenter de te mordre avec sa mâchoire un peu estropiée que tu as gentiment écorché. Est-ce que 13 te touche? Ben oui, j'ai 10 de classe d'armure. Ah, bon, ben voilà. Donc, elle te fait 2 de dégâts. J'ai un point de vie. Je suis mort. Oh no! J'ai rien réussi! Ah non, pauvre astrologue! Oupsie! Ah non, c'est la débandade, Kim! Je suis mort! Oui. Est-ce que tu as le goût de réessayer avec un deuxième personnage? Ben oui, est-ce que le temps nous le permet? Ben oui, le temps nous le permet, certain. Allez, là, tu sais, première épreuve, s'il vous plaît. Non, mon Dieu. Oh là 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 là, je suis la risée de goût critique. Je dois juste dire que ça fait 2 personnages que tu tues, Kim, pour les gens qui ont écouté Duplicata. Non, mais là, c'est pas pareil. C'est pas moi, c'est une goule. En tout cas. C'est un village. J'imagine que tout le monde se connaît. Mm-hmm. Donc, au haut de la colline, qui vient de voir entrer son vieux copain de taverne, l'astrologue Zobar, se trouve Herman. Il se dit, si Zobar est allé,
il est pas con. Je devrais peut-être aller faire un tour aussi. Donc, Herman se lance, se fait lui aussi guider par Xopipol, en tout cas, du moins, le dompteur d'éléphants, et fait tout le même trajet, se fait rager après par un tigre, une peau de tigre, rencontre Jassafi, et voit que sur la grande tapisserie sur laquelle elle travaille, un petit personnage apparaît vraiment là dans les personnages récents qu'elle a tissés, de la grande fresque qu'elle fait. Et ça ressemble étrangement à Zobar, qui se fait attaquer par un rayon de lumière dans ce qui semble être un cimetière. Oh. Oui. Murmura-t-il à lui-même. Oui. Et donc, tu vois quand même une belle femme assise à ce métier à tisser. Encore une fois, lever les yeux et te demander... Oh, Herman, je crois. Pourquoi venez-vous ici? Vous connaissez mon nom. C'est plus que la plupart des gens dans le village. Tout le monde pense que je fais juste creuser des tombes. Mais c'est justement ce qui m'amène ici. Je veux changer d'emploi. Très bien, très bien. Et pourquoi êtes-vous incapable de le faire par vous-même? Pourquoi avez-vous besoin de mon intervention? Puis tu sais, il est un peu pris de court, puis il se regarde, puis comme, ben, c'est visible, tu sais. Comme j'ai toujours rêvé de devenir un troubadour. Mais j'ai pas vraiment la gueule de l'emploi. Je vois. Et de son vaisseau qui sert à tisser l'ouvrage, elle tire un fil. Et de ce long fil, qui est aussi doré que sa chevelure, elle le balance dans les airs et un symbole apparaît. Le fil forme un symbole et devient lumineux. Et Herman voit apparaître devant lui un sarcophage. Excuse-moi, brain fart. Donc, un sarcophage apparaît devant lui. Le sarcophage vous demande de vous reposer et d'apaiser vos pensées et les choses qui ne vous servent plus. Choisissez la porte de la tombe et libérez-vous de vos regrets. Ça fait beaucoup de change. Elle balaie la main. Ce sarcophage s'efface et laisse la place à... à un papillon. Oh. Donc le sarcophage se transforme en papillon. Le papillon, c'est un symbole universel de la transformation. Ce dernier passe du cocon à cet petit insecte volant et magnifique. Donc, du cocon, des miracles peuvent arriver. C'est ma renaissance dont on parle. Et finalement, ce papillon-là se met à battre des ailes. Et ses ailes deviennent plus grandes et plus pointues, ou du moins plus emplumées. Et le papillon devient un oiseau devant tes yeux. Oh. Oh. Ah oui, l'oiseau, le symbole de pensée plus songée, des choses de l'esprit. L'oiseau, vous permettra d'aller plus loin et de faire évoluer cette personnalité. Et comme l'oiseau bat les ailes, il fait que disparaître. J'imagine qu'à ce moment-là, Herman, comme, la remercie, puis tourne les talons. Puis il est convaincu que c'était ça. Dans le fond, la rencontre. Puis il est comme, OK.
Ah oui, je me sens renaître. Puis il cherche la porte par où il est entré, là. Herman? Voulez-vous pouvoir changer votre futur? Oui. Vous allez avoir besoin de ceci. Puis elle tend une bourse. Et protégez-la avec coûte que coûte. C'est ce qui vous permettra de changer votre futur. Et la porte par laquelle vous devez passer, c'est celle-ci. Elle se retourne et elle pointe la porte rouge. J'avais besoin que j'aille creuser des tombes. Habituellement, les gens me payent seulement après. Faites juste prendre soin de cette bourse pour le moment. Oui, madame. OK. Donc, Puis il se va dirige vers la porte. Ouais. J'ai comme l'impression que ton modificateur d'intelligence est particulièrement élevé. Plus 6. Plus 6. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte, puis là, ça se transforme encore en espèce de nuage même de fumée. brume, même t'avances. T'es sur une colline. Au loin, le village carbonisé. Derrière, plus de porte. Et... Herman, il capote, là. Il voit son village, là. C'est probablement que 100% des gens qu'il a connus dans sa vie, qu'il n'a pas enterrés, sont dans le village. Il court. Court vers le village. Il arrive au centre du village. Sur la place publique. Personne. À sa gauche se trouve la forge. La forge, bien que assez solide pour pouvoir rentrer à l'intérieur, les 2 grandes portes de grange ont été arrachées. Donc, c'est juste une immense ouverture qu'il n'y a plus rien qui protège l'intérieur de la forge. À sa droite, la taverne qui tient encore debout et devant lui, l'église. Et derrière l'église, 6 faisceaux lumineux montent vers le ciel. Oh, Il est indécis, là. Puis il va se diriger vers la taverne. OK. Parce qu'on lui a donné une bourse. Fait que C'est à ça que ça sert. s'il y a une chance. Dans la taverne, quand il rentre, il voit un paquet de tables renversées au sol. Les chaises sont renversées au sol aussi. Donc, clairement, même si j'imagine qu'il n'est pas particulièrement intelligent, il comprend que le feu, ça fait longtemps que c'est arrivé. OK. Parce qu'il n'y a plus de fumée. Il n'y a plus de brasier, il n'y a plus rien. Et, tu sais, la taverne semble dessous, ça fait comme, OK, tu sais, clairement, il y a des brigands qui sont passés puis ils ont volé du stock. C'est poussiéreux, comme des années et des années d'accumulation de poussière. Mais sur le comptoir, très visible et propre, comme si aucune saleté s'était jamais déposée dessus, une dague. Une dague? Ouais. Oh. Ben Herman va commencer à juste s'adresser là, aux gens. Puis là, je sais pas comment s'appelle le tavernier, là, mais disons que y a s'appelle personne. Gilles. Mais habituellement, Ouais, tu sais, comme ok. lui, il va Gilles. crier pour essayer de trouver Gilles. Tu comprends? Gilles? Gilles? Il va s'approcher du comptoir, va s'asseoir à la place où il s'assoit tout le temps d'habitude, qui est pas trop loin de la dague. Puis il va juste comme checker la dague, la regarder, puis il va la prendre. OK. La dague, dans le fond, c'est une dague argentée. C'est une dague +1, si tu décides de l'utiliser. Et sur son pommeau, il y a vraiment de gravé tout petit le symbole de Malotoche, qui est un dieu du chaos dans DCC. Voilà. Donc, c'est ça à quoi ressemble la dague. J'imagine que je vais prendre ma dague, j'accorde ma pelle sur le bord. Là. Puis je prends la dague, puis je vais l'inspecter, puis je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai pas pu parce que Gilles a toujours été là. Je vais écrire mon nom avec la dague dans le bord. Parfait. Un gros H, mais très gauche, là, tu sais. Juste comme H, C. Herman Copper. Ta place. C'est ma place. Reste à voir si dans le monde réel, ça apparaît en même temps. Mais Herman est convaincu que c'est le monde réel. Puis il est comme bien déçu que son village est brûlé, là. Du moins, la mort de The Board, elle, est réelle.
Oui. Donc, est-ce que il reste là après avoir écrit le nom ou Ben, quitte, ou... Tu sais, dans le fond, son objectif, c'est d'essayer de trouver le repos dans le sarcophage. Là. C'est ce que la personne lui a confié comme mission. Fait que, tu sais, comme il est là, puis là, il n'y a visiblement pas de sarcophage dans la taverne. Il venait voir si ses amis de boisson étaient toujours vivants. Il comprend qu'il y a des brigands qui sont passés et que le feu, c'est très loin. C'est très loin dans le passé. Là, il est bien mêlé. Là. Fait qu'il reprend sa pelle, il remet sa dague à sa taille. Puis là, il change un peu d'attitude. Là. Lui qui était là au début comme genre « Ah, faut que je sauve tout le monde », il devient un peu comme « OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? » là? Fait qu'il va investiguer puis il va se rendre à son lieu de travail, mais il passe pas par l'église. Parce que passer par l'église, c'est tout le temps rencontrer du monde. C'est pas... Non, lui, il s'en va vers sa petite shed en arrière pour commencer à creuser des tombes. Puis il va essayer de trouver un sarcophage. OK. En se dirigeant, donc il voit clairement les faisceaux lumineux viennent du cimetière et non pas de l'église en tant que telle. Et un peu à l'image de Zoborn, quand il s'avance, il voit une forme au-dessus. Il voit en fait que quelqu'un a fait son travail. Il voit qu'il y a eu des tombes en fait qui ont été déterrées récemment, la terre fraîchement retournée, et il voit la créature, probablement qui a fait ça, penchée au-dessus d'un trou. Ah non. À jouer avec un cadavre. Autant qu'il déteste son travail, c'est toute sa vie son travail. Puis là, il y a quelqu'un qui a défait son travail. C'est probablement sa réputation qui va être entachée. Il va falloir qu'il renterre tous ces trous-là. Là. Fait qu'il prend sa pelle, il enjambe l'espèce de clôture, je sais pas trop. Là. Puis là, il se dirige vers la créature, puis il commence à l'injurier. Là. Mais qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait là? C'est un travail de nuit pour enterrer tous ces trous, espèce de... Il prend sa pelle, puis il s'approche. OK, ben, d'un cri strident là, qui fait mal aux oreilles, la créature se relève, se retourne et se dirige au pas de course vers Herman. Je te demanderais de rouler l'initiative. Ouais, Herman, il s'en laissera pas imposer. Hein. C'est pas un astrologue. Oh, ouais, critique. Oh! Ah, c'était-tu 20 qu'il fallait que je roule pour Oui. l'initiative? Oui. Un peu. Fait que, ben, c'est à toi. Mon gros 16 n'a pas été suffisant. Bon, Herman, j'imagine qu'il s'est pas trop battu parce que la plupart de sa vie, il la passe avec des morts. Mais probablement qu'il y a des pilleurs de tombes qui viennent essayer des fois de voler les derniers biens des morts. Fait que lui, c'est un peu ça qu'il voit, mais il est comme « Ah, lui, qui a de la lumière dans les yeux. » Fait qu'il va prendre sa pelle puis il va essayer d'y écraser la face. Parfait. Pac! Donc, c'est une attaque. Yes. Un des 20, comme tu me disais tantôt. Encore un 20 critique. Oh shit! C'est un critique! Et là, on va se voir sur la table des critiques de DCC. Roule-moi. Ah, là, c'est ça. C'est un D6. Un D6. 1. Tu meurs. C'est quand même un coup opportuniste. Tu fais un des 3 de plus de dommages. Ok, donc je roule un D6, je divise par 2. J'imagine? Ouais. Parfait. Oh, peut-être. Et mon D4. Oh, un 4 sur mon D4. Mon Dieu, je roule quand même. Fait que 5 points de dégâts pour ma pelle, plus j'ai roulé 3 sur mon D6. Fait que divise-le par 2, ça donne 1.5, 1 ou 2. Je vais donner 2 parce que 1 et 2 donneraient 1, 3 et 4 Parfait. donneraient 2. Fait que tu fais 6 de dégâts? Ouais. Ou 7 même? 4, 5, 6, 7. 7. Yeah. Ben, tu la dégommes d'un coup, man. Tu arraches le haut de la tête qui revole par en arrière. C'est ça. Tu rentres la pelle en plein dans la mâchoire. Schlac! Elle est morte. Oh! Les deux Je voulais pas la tuer, là. Herman, il est comme... Les deux petits yeux s'éteignent. Est-ce que la tombe proche de la créature est vide? Tu t'approches, il y a un faisceau lumineux qui sort de cette tombe-là. Puis quand tu t'approches, tu vois qu'en fait, les faisceaux lumineux sortent de 2 globes oculaires du cadavre qui était en train de se faire manger. Cadavre inanimé, cette fois-ci. OK. Il oublie un peu là, la raison de sa mission. Là. Puis là, il vient juste de commettre un meurtre. Là. Puis tu sais, tout le monde se connaît dans le village. Puis lui, les gens l'aiment déjà pas. Là. Fait qu'il va regarder autour de lui s'il y a pas personne. Puis il va essayer de tirer le cadavre de la créature dans le trou. Puis de commencer à la renterrer. OK, parfait. je la laisse faire. Allez. Fait que c'est quand même long, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là... Puis là, je sais pas si la lumière a s'éteint du même coup. Ben,
oui, dans le fond, c'est obscurci, fait qu'il n'y a plus vraiment de lumière qui sort de là. Je vais quand même y donner que, en tout ce travail près de cette tombe, il remarque que sur cette tombe, il y a une dague de gravée. Où est-ce qu'il y a le nom habituellement? C'est une dague qui est visible. Mais là, il prend la dague qu'il a dans la main, qu'il avait pris plus tôt dans la taverne, c'est-à-dire, là. Puis là, il est comme, oh non, tu sais, je viens d'enterrer la personne à qui appartient cet objet. Puis là, il est comme, il déterre un peu, là. J'imagine qu'il n'a pas complètement fini sa job, là. Puis là, il va juste comme placer la dague dans la tombe, puis il va la réenterrer. OK. Mais tu sais, dans le fond, c'est quand même 6 pieds sous terre, là, littéralement, la tombe. C'est fait que moi, je prenais pour acquis que tu étais à l'extérieur puis tu pitchais la terre dans le trou. Ouais, tout à fait. Okay. Exact. Fait que là, tu rentres pas dans le trou. Non, je laisse tomber la dague. OK, parfait. Non, parce que j'ai déjà eu des chums qui ont travaillé dans des trous puis ils sont restés pris. Puis parce que c'est des grosses histoires. Là. OK. Donc, parfait. Tu fais ça, t'as plus de dague. Je laisse tomber la dague. J'ai remis aux morts ce qui appartenait aux morts, qui sont mes seuls amis du quotidien. Puis là, malheureusement, ce mort-là, j'ai donné sa dague, mais j'ai donné un compagnon pour l'éternité aussi. Mais un fossoyeur doit quand même camoufler ses crimes. Puis je le rentre bien comme faut, j'égalise la terre, je m'assure que tout est correct, je mets du petit remblai, installe le tout bien comme faut. Puis là, je me rends aux autres tombes. Puis là, je vais essayer d'inspecter qu'est-ce qu'il y a sur les autres pierres tombales, des tombes lumineuses. Donc, c'est un peu de manière chaotique, comme j'ai dit tantôt, là, la manière que les tombes sont dans le cimetière. Puis c'est pas toutes les pierres, les tombes qui ont été déterrées. Dans le fond, tu vois que c'est seulement sur les pierres tombales où il y a des faisceaux de lumière, qu'il y a vraiment des insignes de gravés. Si je passe, mettons, des tombes qui sont plus vers la droite, vers la gauche, là, il y en a une qui a un crâne dessus. OK. Il y en a une que le pourtour est fait de briques. OK. Une autre, c'est une corde qui semble être enroulée, qui fait le tour de la pierre tombale, oui. Okay. Une qui a un sarcophage de gravé sur la pierre tombale. Et la dernière a un pourtour de chaîne. Donc, une chaîne avec des mailles, là, donc ils n'ont pas large. OK. Je me dirige proche de la tombe qui a un sarcophage, puis je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a un cadavre avec, au lieu de deux globes oculaires vides, mais qui a une immense lumière qui émane et qui se dirige vers le ciel. OK. Herman, il aime vraiment pas ça. C'est déconseillé. Dans tout ce qu'il a appris par rapport à la vie des fossoyeurs, tu fais jamais ça. Mais il va le faire. Il va descendre dans la tombe. OK. Donc... Pitch s'appelle, puis il se pitch dans le trou. Ouais. Il se pitch, il saute? Ben, tu sais, tu me dis que c'est 6 pieds? Ben, c'est 6 pieds, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va essayer de populer sur le cadavre. OK. Tu sautes. T'atterris jamais. C'est comme si tout devient bien brumeux. Tu sais plus où ce que t'es, mais tu sais juste que tu touches pas le sol. Et tu finis par atterrir sur une route. Tu relèves les yeux. Il y a un chemin devant toi. Il y a un chemin derrière toi qui se dirige vers l'obscurité, dans un peu de brouillard. Devant toi, tu regardes encore le chemin et tu vois... Donc, le chemin devant toi se dirige vers un petit village. Petit village, mais étrange village. Parce que ça commence par une croisée des chemins où, à gauche, ça me dit que ma gauche, ma droite, à ma gauche, à ta gauche aussi, il va y avoir un chemin fait en or, sinueux. What? Avec des bâtisses dont la façade est en onyx. OK. Tout droit, donc la croisée qui se dirige droit devant, c'est un chemin argenté, fait de gravier, tout brillant en argent, avec des pyramides. Oui, donc des pyramides un peu partout, mais quand même assez grandes, là, d'une bâtisse relativement normale, là, pas des pyramides d'Égypte non plus. Faites en basalte. Oh. Et finalement, se trouve à droite un chemin de granit
le plus droit, le plus lisse que tu as vu de ta vie. Et encore là, plein de bâtisses qui sont faites en marbre cette fois-ci. Et toutes ces bâtisses-là, de tous les chemins, ont des portes rouges. Ouf. OK. Au cœur de la croisée des chemins, à une distance où ils peuvent se parler, mais vraiment obstruant chacun des chemins, 3 personnages que tu n'entends pas pour le moment, mais tu vois 3 formes humanoïdes se dessiner et on semble discuter ensemble. OK. Tantôt, avant de me lancer dans le trou, j'ai tiré ma pelle en premier. Est-ce que j'ai encore ma pelle avec moi? Oui, on va dire qu'elle est au sol, elle est tombée au sol à côté de toi. OK, je ramasse ma pelle. Puis là, je suis très confus. Là. Puis j'imagine que dans la vie d'Herman, il n'a pas voyagé beaucoup. Il n'a pas entendu beaucoup d'histoires de d'autres villes non plus. C'est comme lui, il passe le plus clair de son temps que des morts, puis des gens en deuil. Fait que pour lui, ce qu'il voit en avant, c'est comme le vrai monde. C'est la vie de ce que pourrait voir un troubadour qui quitte une ville. Puis là, il est fasciné. Là. Donc, il avance, puis là, il y a un grand sourire qui s'étire sur son visage, révélant quelques dents jaunies, avec des grosses caries. Puis il va essayer de s'approcher des 3 personnages, mais quand même respectueux, il veut pas les interrompre. T'sais. Dans sa vie, à lui, c'est un sous-caste. Là. Fait que est-ce que ça semble être des nobles, des... Un des humanoïdes, celui qui est devant la route de granit, un grand être effilé, au teint blanc, clairement quasi albinos, des grands yeux globuleux qui ne clignent jamais, qui ressemblent à des yeux de poisson, en fait. Okay. Et cette personne est habillée tout de blanc. OK. Devant la route argentée, il voit un homme très musclé avec de longs cheveux rouges, avec la tête et le tronc tout aussi blancs que le premier personnage, mais lui, ses bras et ses jambes sont d'un rouge foncé. Okay. Et il est tout habillé de gris. Okay. Et finalement, devant le chemin Fédor, un cyclope, donc un seul œil, gros œil au milieu du visage, un gros sourcil arcade sourcilière là, qui plombe devant cet œil, et habillé, puis lui est tout rouge et est habillé de noir. OK. Tu les entends, ils discutent entre eux, mais les 3 semblent parler un langage différent. Mais ils semblent discuter comme ça, puis ils semblent avoir une discussion animée. Pas pleine d'animosité, mais quand même animée. OK, et ben... les 3 parlent un langage différent et t'en comprends aucun des 3. OK. Je vais m'approcher de la croisée des chemins. Je vais enlever mon petit béret. Je vais tenir ma petite pelle devant moi, m'accoter dessus, puis je vais essayer d'attendre, voir comme qu'il arrête de parler. OK. Il te remarque. Probablement celui-là qui est le plus devant toi, de la manière comme c'est placé, te remarque, fait des grands signes aux 2 autres en te pointant. Les 3 te voient, ont l'air heureux de te voir. Et celui avec des yeux de poisson, quand il se retourne, tu vois qu'il y a dans les bras, donc ça devant lui, là, tient dans ses bras un coussin. Sur le coussin, il y a un miroir de main. Donc, qu'on peut prendre. Okay. Et donc, c'est déposé sur le coussin et il s'approche de toi. Les 3 s'approchent de toi, en fait, et il avance le coussin comme pour te donner le miroir. Puis les 3 font des gestes là, de t'invite à prendre le miroir. Oh, oui, j'ai... OK. Il va tendre sa main, puis il va prendre le miroir. Il veut vraiment pas être impoli, fait qu'il est convaincu que c'est une coutume. Fait qu'il prend le miroir, puis il va essayer de se regarder dedans, puis il n'a pas dû se voir souvent. Là. Parfait. Quand tu te regardes, ben, c'est un reflet de toi, tout aussi heureux ou malheureux que tu peux être en ce moment. Et, mais les 3 ont l'air tout énervés, puis ils veulent se regarder aussi. Comme ils font signe, là,
comme montre-moi ma réflexion, puis tu comprends par leur mime là, qu'ils veulent vraiment se voir dans le miroir. OK. Ben, un peu à la manière de quelqu'un qui ferait un égo-portrait, là, je vais me placer comme avec eux. Puis je vais me regarder, puis je vais les regarder comme... J'imagine qu'ils sont plus grands et plus gros que moi. Oui, mais le miroir est quand même assez petit, fait que c'est pas possible d'avoir ton visage... C'est pas possible en fait, Et d'avoir le plus leur. d'un visage. OK. Fait que, ouais. Ben, je vais le retourner, puis je vais le pointer vers l'homme-poisson. Par l'homme poisson, celui qui t'a tendu le miroir? Ouais. Parfait. Les deux autres sont un peu déçus, mais revirent de bord, puis retournent dans leur chemin, puis rentrent dans une bâtisse là, de chacun de leur chemin. Donc, Ah mon Dieu, je suis extrêmement mal. Roman, il Mais, se sent mais vraiment là- pas bien. Là. l'homme poisson est très heureux et roule-moi un D6. 5. 5. Donc, c'est pas vrai, j'ai menti, roule-moi un D4. Oh, 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 oh. 5, c'est impossible sur un des 4. 4. Et il va snarl, il va comme c'est grogner, je pense. Grogner un peu, Ouais, ouais. c'est ça, tu sais. Mais en étant comme fier de se trouver un peu menaçant, tu sais, donc il se trouve cool là, de grogner dans le miroir, là, puis tu vois, il est content, là, puis tu sais, il te regarde, là, puis c'est ça, il grogne, puis il se trouve cool, puis clairement, tu le vois très reconnaissant. Et pendant qu'il fait ça, à l'endos du miroir, c'est comme un gravé, là, c'est comme 3 fleurs, qui ressemblent un peu à des pissenlits, là, mais donc il y a plusieurs Ok. petites pétales, et une d'entre elles s'illumine. Wow. Là, l'homme poisson te sourit, te fait une révérence et quitte vers son chemin et entre à travers une des portes. Grand monsieur! Puis je vais me rediriger vers le chemin d'or avec le cyclope. OK. Puis je vais cogner à la première porte. Parce que dans le fond, Parfait. de ce qu'en comprend Herman, il a commis vraiment un très grand affront là, aux deux autres là, en les choisissant pas. Là. Fait qu'il veut aller leur montrer leur propre reflet. Sur la route en or, tu vois en allant cogner à la porte que sur la porte a gravé un taureau. OK. Tu cognes, il n'y a pas de réponse. Je vais me regarder dans le miroir puis je vais essayer de faire la même chose qu'a fait le monsieur aux yeux de poisson. Ah! Es-tu fier de toi? Pas tant. J'ai pas l'air si intimidant que ça. Il se passe pas grand-chose. Je vais essayer de... Je vais recogner puis je vais juste entrebâiller la porte. Il y a un filet de brume qui passe par la petite ouverture que tu as créée. Je referme la porte. OK. L'Herman, il est bien confus. Il va virer les talons. Est-ce que le coussin est encore là? Non, il est parti avec. Ah non. Je vais retourner dans le chemin des pyramides. Des pyramides, donc ça, c'est le chemin argenté. Ouais, exact. Ouais, argent. Là, t'étais en chemin d'or. Fait que Ouais. tu vas dans le chemin argent. Oui, excuse, au nord, genre en haut. Ah oui, Au en top. nord, parfait. OK. Même chose, là, il y a plein de bâtisses avec les pyramides sur des portes des pyramides. Tu vois qu'il y a là aussi des symboles décrits. OK. Je m'approche de la première porte puis je cogne. OK. On va dire que tu cognes à la porte. Roule-moi un D6. 5. Tu vois un papillon sur la porte. Oh, nice. OK. Je cogne encore plus fort, là. Ça répond pas? Non. Je vais ouvrir la porte puis je vais parler. Allô? Allô? Tu ouvres la porte. Il n'y a pas de son en arrière, mais même chose. Comme la première porte que tu as franchie, un nuage de brume occupe l'ouverture de la porte. Herman va devenir un petit papillon. Puis je vais rentrer dans la porte. Parfait. Tu rentres dans la porte, même chose. Tu vois absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais quand tu traverses la porte, tu te retrouves. Et là, tu te retrouves dans une espèce de canyon un peu refermé sur lui-même. Et tu te retrouves de bord, puis de porte.
J'ai-tu encore le miroir? Oui. Puis encore la lumière qui émane derrière le miroir. Je vais me regarder dans le miroir. Je suis encore là, moi. Oui, tout est encore Je suis là. encore moi. Oui. Puis là, le canyon, je peux avancer ou reculer. Oui, dans le fond, c'est comme un long chemin, là, avec les murs qui sont vraiment, qui s'élèvent très, 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 très haut à chaque côté de quoi, qui cachent quand même, qui empêchent la lumière de rentrer directement. Ouais. Donc, dans le fond du canyon, tu vois que c'est un cul-de-sac. Et au fond du cul-de-sac, tu vois une porte rouge. Je me dirige dans cette direction-là. Parfait. Derrière toi, j'allais dire, il y a un précipice. Fait que c'est bien que tu n'ailles pas revirer de J'irai bord. pas dans le trou. Il y a des petits... Quand tu avances vers la porte, tu vois qu'il y a des petits buissons avec des chrysalides un peu partout qui sont argentés quand même, qui sont accrochés aux différents buissons qui occupent les parois du dit canyon. OK. Après un moment que tu avances vers la porte, parce que c'est quand même pas à côté, il y a 3 larves qui sortent de chrysalines, grosses à peu près à la grandeur d'un rat, je te dirais. Donc des grosses larves là, qui sortent et qui sortent des buissons et tu les vois gigoter jusque vers toi. Il y en a une rouge, une jaune et une verte. Leurs bouches sont ouvertes et ils t'aspergent de leur toile, on pourrait dire, comme si, un peu à l'image d'araignée, là, ils te lançaient des fils sur tout, là, puis ça ferait comme un effet de toile d'araignée sur toi. Clairement, ils veulent t'entourer et te mettre dans un cocon. Ils veulent te transformer en papillon. Chaque larve, il va à chacun de son tour. Dans le fond, ils ne le font pas en même temps. Puis tu vois qu'ils commencent à avoir un rythme où chacune va une après l'autre. OK. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit rouge, verte et bleu? Rouge, verte et jaune. Jaune. OK. Ben, Herman va déposer le miroir à côté de lui parce que c'est pas à lui. OK. Fait qu'il veut pas voler quelque chose qui appartient pas. Puis j'imagine... Est-ce que ça lui fait mal? Non, mais tu te sens de plus en plus pogné. Ben, je pense qu'il va voir ça comme la transformation nécessaire. OK. Puis il va se laisser faire. Par les 3 larves? Ben, il n'y a pas rien qui indique qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. À part peut-être que, tu sais, les portes sont rouges, il voit la larve qui est rouge, il se dit ah, peut-être, mais en même temps, ils ont l'air fines. Okay. Il n'y a pas d'indication autre. Fait que le bonhomme qu'il a vu plus tôt, il avait les bras rouges, les jambes rouges, le chest blanc. Fait que, tu sais, il n'y a pas rien qui dit jaune c'est dangereux, puis vert c'est dangereux. Fait que, il se laisse faire. OK. Considérant que tu sais, les 3, dans le fond, ont le temps de te toucher, ça prend un moment quand même. Je veux dire que durant ce temps-là, tu remarques que outre leur couleur, elles semblent avoir un motif différent sur chacune de leurs peaux. Okay. Quand tu observes la jaune pendant qu'elle te crache dessus, tu vois qu'il semble avoir un motif sur son dos qui ressemble à des ailes d'oiseaux partout sur les différents morceaux. Okay. Quand le vert te crache dessus, il y a comme des rayures un peu chaotiques qui ressemblent à celles d'un tabicat. Un tabicat, là, donc un chat tabi, ceux qui ont le tième dans le front. Ouais. Et la larve rouge, elle semble couverte d'une chitine rouge foncée qui ressemble à une armure. OK. Ben, dès qu'il voit l'oiseau, il va prendre sa pelle qui est à pas trop loin, là. Puis quand les autres vont essayer de l'asperger, il va juste mettre la pelle en avant pour essayer de se bloquer. Il veut juste se faire entourer par la soie de la larve jaune. Parfait.
Parce qu'après, devenir un papillon, il devient un oiseau. Oui, parfait. Fait que, tu sais, les autres n'essayent pas de te contourner, là. Ils continuent leur processus. Donc, un autre tour a lieu. La larve jaune te crache dessus et tu te protèges des deux autres. Donc, tu t'es fait cracher dessus 2 fois par la jaune et 1 fois par la verte, 1 fois par la rouge. Oui. Est-ce que les symboles restent tels quels? Oui, les symboles restent tels quels. Bring it. Moi, je me laisse entourer, je vais devenir un papillon. Je me laisse chrysalider par la chenille jaune. Le 3e coup où la larve jaune te crache dessus, c'est assez pour que tu te sentes toute emmitouflée dans le cocon. Et ça te serre, et ça te serre, et ça te serre, et t'as chaud, et tu perds connaissance. OK. Quand tu te réveilles, t'es sur une surface douce, confortable, douillette, je dirais même. T'ouvres les yeux, tu vois les crocs d'un tigre. OK. Et juste au-dessus, 2 yeux. Mais c'est pas des yeux. C'est comme des mécanismes d'horlogerie qui semblent te suivre. Okay. Et t'entends un rugissement de tigre. Ça te réveille assez pour que tu ouvres les yeux plus grands, j'espère. Oui, tout à fait. J'ai Et peur. tu reconnais les 6 colonnes en cèdre avec les ornements d'ossements de la caravane de Jassafi. Elle est toujours là, assise derrière son métier à tisser. Elle lève les yeux et te regarde. Vous avez trouvé le chemin, finalement. Comment avez-vous trouvé le périple, Herman? Franchement, confondant. Mais Puis là, je vais fouiller. Est-ce que j'ai encore la bourse? Oui, la bourse est encore là. Je prends la bourse puis je donne. Je suis capable Parfait. de bouger ou je suis pris dans mon cocon? Non, il n'y a plus de cocon. T'es, Nice. Wow. OK. ouais. OK, ben je me dirige vers elle puis je redépose la bourse puis... est-ce que je peux devenir un troubadour maintenant? elle rit, elle sourit, là. Elle est comme... Vous avez un enthousiasme, mon cher. Incroyable. Merci d'avoir pris soin de cette bourse. Puis quand elle sort puis tu y redonnes, elle est étrangement plus grosse que tu te rappelais qu'elle était. Puis elle l'ouvre et elle en sort le miroir de poche que tu as laissé. T'as dit mon miroir. Je pensais que je l'avais perdu. Je vous l'offre en cadeau pour avoir réussi ces épreuves. Et donc, ton personnage, qui va être maintenant niveau 1, a à sa position le miroir de Jassafi. That's it. Qui, 3 fois par jour, la personne qui voit sa réflexion dans ce miroir-là est protégée des sorts scrying ou de n'importe quelle détection magique. La personne qui voit son regard a une protection de +5 pour les saving throws contre des effets magiques pendant une durée de 3 tours. Puis faire un spell à 10 pieds, à l'intérieur de 10 pieds de la personne qui a ce miroir-là, a un -1 de difficulté au spell check, puis -1 d'effet néfaste. C'est parfait, ça, pour le grand. Il ne doit pas comprendre grand-chose dans la magie puis les spells, mais. C'est un miroir, puis quand on sourit puis qu'on grogne, il allume. Fait qu'il va regarder le miroir puis il va grogner. T'avais pris la... Toi, t'es neutre, hein? Moi, je suis lawful. Oh, lawful. OK, parfait. Fait que t'as rien pris d'autre, sinon, la dague. J'ai pris la dague puis je l'ai laissée dans le... Ouais. Mais t'es pas chaotique, fait qu'elle n'est pas dans tes poches. Elle est... Non? Non. Parfait. Elle est disparue. En blanc, comment t'as trouvé ça, Félix? Écoute, j'ai trouvé ça difficile. Je trouve ça très le fun. Je pense que le fait de pouvoir changer de plane of existence, là, de dimension, là, avec un personnage qui était aussi terre à terre pour pas faire de jeu de mots, c'était quand même tough, là.
Tu sais, dans le sens où j'essayais de me dire, ouais, mais Herman, lui, tu sais, il voit les choses comme ça ou il voit les choses comme ça, puis là, il arrive dans une nouvelle ville, puis là, il a jamais vu ça, un cyclope. Fait que, tu sais, c'était. Mais moi, en tant que joueur, c'était malade, là, tu sais, dans le sens où tu peux éviter l'espèce de notion de comme, OK, vous devez parcourir X distance pour arriver au nouveau challenge. Et tu sautes dans le trou, bang, tu téléportes, t'arrives au prochain défi. Fait que, tu sais, ça arrête pas, là, bing, bang, 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 bang. T'as toujours quelque chose à résoudre. J'ai un peu eu le feeling de un temple de Zelda. Comme des énigmes, des boss à combattre. C'était vraiment pas juste du roule pour tuer des bébites. Non, là. c'est ça. Fait que non, j'ai adoré ça. Bien aimé ton style de DMing aussi. Ah, merci. Bien aimé ça, très, très. Suivre le plan de match, les énigmes, tu sais, plutôt que de comme garrocher des affaires par-ci par-là. Là. Fait que c'était cool. Je savais que les résultats de dés avaient une très grande importance et qu'il fallait bien le jouer. Là, ouais, j'ai adoré ça. C'est parce que c'est un tournoi aussi, tu sais. Fait que là, je me disais, si je veux que ça soit juste équitable, il faut que je fasse bien les choses. Ah, on reconnaît l'enseignante en toi. Okay. Ouais, je suis de même. Mais c'est un beau trait de personnalité, être juste équitable. Prends pas ça comme un défaut. Ouais. T'es pas une malfrat bandit qui vole des talents. C'est ça, non, nous autres, là. on aime juste le monde qui profite des autres. Puis que... on est de même, nous autres. On est de même. Ouais. Fait que, voilà. Fait que, on va, comme j'ai dit au début, se revoir pour un Sunday plus prolongé pour les membres du Patreon, pour qu'on puisse discuter les 3 challengers, 3 participants du tournoi, voir qui est le grand gagnant. Full, vous le savez, fidèles écouteurs, vous pouvez le déduire. Félix ne le sait pas encore. Il n'a pas écouté les épisodes précédents. Non, mais Herman, lui, se considère gagnant, par contre. Oui. Et Herman est un gagnant, là, on s'entend. Il a survécu, c'est déjà une grande victoire. C'est déjà beaucoup mieux que Zobor. Qui est mort à la première épreuve. Je me demandais comment tu allais t'en déprendre, puis tu t'en es juste pas dépris. Ouais, exact. Mais, ben voilà. Fait que, on se revoit pour le Sunday. Pour les autres, comme j'ai dit, déroulez dans le bas totalement de la description de la vidéo et vous allez voir qui est le grand vainqueur et vous pourrez lui lancer des fleurs, envoyer des messages privés à cette personne, dire qu'elle est la meilleure. Et on se revoit pour un prochain épisode, un prochain one-shot, une prochaine rencontre. Donc, sur ce... Le prochain défi. Et voilà. Sur ce, bonne soirée à tout le monde, bonne fin de journée, ayez du plaisir et à la prochaine. Ciao.